Alors, est-ce qu'il y a des choses, M. Auriol, que notre discussion aurait laissé de côté et qui vous tiennent à cœur? Oh, sans doute, mais maintenant sur la question des protestants là, que vous évoquiez avant, donc moi je ne peux pas vous répondre sur l'Angleterre, sur une instrumentalisation, parce que voilà, je peux ni confirmer ni infirmer, je n'en sais rien. En revanche, le lien étroit qui existe entre protestantisme et judaïsme, du côté protestant en tout cas, est quelque chose de très très fort, ça c'est sûr. Voilà. Et effectivement, on peut prendre l'affaire Dreyfus ou beaucoup d'autres moments de l'histoire où les Juifs se sont retrouvés soit mis en difficulté, soit en péril, soit agressés, où on a vu systématiquement les protestants qui sont montés en première ligne pour... Protestants français ou les protestants... Protestants français, oui. Et pas uniquement français. Mais en tout cas, en France, oui, vraiment. Et bon, c'est vrai que le protestantisme français est un protestantisme qui est assez ouvert. Et à côté de ça, il y a une filiation très très forte qui a toujours été revendiquée, quoi. Et moi, c'est quelque chose que je connais bien, puisqu'il y a une grande partie de ma famille qui est protestante, oui. Pas mal de pasteurs, et qui, par exemple, étaient tous Dreyfusards, et très 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 engagés. Et quand on prend l'histoire de l'affaire Dreyfus, le nombre de protestants Dreyfusards, déjà des protestants anti-Dreyfusards, on n'en connaît quasi pas. Et le nombre de protestants Dreyfusards est absolument incroyable, avec des gens qui s'engagent réellement. Voilà. Non, sinon, sinon il n'y a pas. Oui. Alors il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est tout simplement l'anti-germanisme, parce que quelque part, il y a là aussi un paradoxe. En fin de compte, l'Allemagne est associée aux Juifs quelque part dans l'imaginaire. Derrière le Juif, il y a un Allemand. Voit-on sur les caricatures de l'époque. Oui. Systématiquement. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que du côté allemand, le juif est associé à la France. Ah oui, alors ça, voilà, oui, on s'en sort pas en fait. Mais oui, bien sûr, il y a toujours eu ça. Les Juifs seraient les agents de l'Allemagne. Ils sont les agents de l'Allemagne, donc effectivement, on avait des tas d'articles de journaux, par exemple, qui expliquaient que Dreyfus avait été élevé en Allemagne, donc des légendes absolues, dans un seul but qui était de pouvoir s'installer en France assez rapidement pour pouvoir être en place quelque part où il pourrait... D'où l'ambivalence des Alsaciens qui sont des espions idéaux. Oui, pour certains, mais voilà, donc effectivement, du côté alsacien, les Alsaciens non juifs détestaient encore plus les Juifs à cette époque-là, surtout quand ils étaient alsaciens. Oui, parce qu'ils abîmaient leur image quelque part, tout à fait, les déstabilisaient. Ils étaient considérés comme des Allemands qui n'avaient rien à faire là, quoi. Et voilà, mais cet anti-germanisme naturellement est très fort, même s'il ne faut pas exagérer avec des choses qu'on lit assez souvent sur le fait que la France vivait dans une sorte d'espionnite aiguë où tout le monde regardait du côté de la ligne bleue des Vosges et qu'il n'avait qu'une attente qui était de pouvoir reprendre baïonnette à la main les territoires perdus. Alors c'est pas exactement ça quand même. Alors, si on parle de contrefaçon, il y a une autre grande contrefaçon qui est marquante à l'époque, c'est celle des protocoles des salles de Sion. Ouais. Donc quelque part, ce seraient les deux grandes contrefaçons du début du siècle. C'est-à-dire le moment où on fabrique des choses. Qu'est-ce que c'est que cette façon de fabriquer des faux documents, des faux papiers parce qu'en effet, il y a un précédent qui est la contrefaçon des protocoles qui date de 1900 à peu près. Ouais, c'est ça. Bon, avec quelque chose de différent parce que là, Piratchovski et Lokrana sont du côté russe. Donc en France, c'est pas exactement la même chose. Et l'idée, c'est pas de construire un document qui est un document qui va permettre de prouver. Dans l'affaire Dreyfus, c'est construire des documents plutôt pour se protéger au début, du côté en tout cas. Mais à un moment donné, pour prouver. Voilà, mais bien après en fait, parce que dans le dossier secret, il n'y a pas de faux au début en 94, etc. Donc c'est quelque chose qui vient bien plus tard. Oui. Mais à côté de ça, c'est étroitement lié naturellement, et ça prouve aussi l'état dans lequel était, et donc peut-être la nécessité qui était celle d'Herzl de développer la pensée qui fut la sienne. C'est-à-dire que partout en Europe, il y a Dreyfus d'un côté, il y a les protocoles de l'autre, etc. Et avec quelque chose de très intéressant d'ailleurs, c'est que les protocoles sont quasi pas connus en France. On n'en parle pratiquement pas sur l'époque contemporaine des protocoles. Pas en France, non. Ouais, mais très très peu. Mais en revanche, à Vienne, on en parlait. Et donc Herzl devait... je crois qu'il n'en parle pas. Enfin, il ne l'évoque pas. Donc 1997, c'était pas encore le moment. Enfin, non, mais il meurt en 1905, si ma mémoire. Oui, c'est ça. Donc, non, mais il pouvait les connaître. Non, pas vraiment, parce qu'en réalité, ils n'apparaissent en allemand qu'en 1909. Ouais. Donc 4 ans après sa mort. Non, mais c'est pas
C'est-à-dire quand ils circulent à partir de 1909, ils sont même repris curieusement devant le Parlement de Vienne. C'est un autre sujet, mais je veux dire que c'est très curieux. Il y en a presque la totalité des protocoles figurent dans les actes du Parlement de Vienne en 1909. Mais sinon, à côté de ça, la légende du syndicat qu'on a en France pendant l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire de l'organisation mondiale des Juifs qui a pour but la domination du monde, c'est pas autre chose. Non, mais de toute façon, les protocoles, ils reprennent des thèmes qui leur sont antérieurs. De toute façon, on connaît très bien l'histoire de... Donc en fait, ça revient, c'est articulé de la même manière et on lit dans la presse énormément d'articles, dans la presse antisémite et pas uniquement antisémite, qui développent exactement ce qu'on va trouver dans les protocoles et ça continue aujourd'hui d'ailleurs. Là d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, on va pas faire de la pub à ces gens-là, mais il y a une maison d'édition là qui vient de publier, et moi j'étais plutôt content au début, les actes du premier congrès sioniste de Bâle en 1897, qui étaient inédits en français. Ah bon, oui. Bon. Et naturellement, le acte ou compte rendu, ça se dit protocole en allemand. Oui, tout à fait. Oui. Et en fait, naturellement, le mot protocole a été conservé et ça s'est publié en fait comme la première forme des protocoles des sages de Sion en fait. Voilà. D'ailleurs, même les comptes rendus de l'Assemblée de Vienne s'appellent aussi des protocoles. Oui, tout à fait, c'est le mot allemand. Mais d'ailleurs, on ne peut pas dissocier totalement la construction des protocoles des sages de Sion du congrès de Bâle, même si c'est un faux. Ah oui, mais il s'en inspire. Voilà, et le mot protocole vient de là, vient des protocoles de Bâle. Bien sûr, mais à côté de ça, il y a quand même le livre de Joly à l'origine qui est quand même, qui est démarqué quasiment de A à Z, quoi. Oui, mais au niveau du contenu, oui, mais la forme, c'est bien, ça se présente quelque part comme ça. Et d'ailleurs, on parle de Herzl dans les préfaces des protocoles des éditions suivantes. Donc, et encore pas tellement de Herzl en ce moment-là. Celui qui est le plus visé aujourd'hui, c'est Max Nordau. Oui, qui est vraiment quand on va sur internet et qu'on fait une petite recherche là-dessus, c'est absolument délirant. Ah oui, d'accord. Et donc, par les antisémites. Par les antisémites, oui. Ils lui mettent tout sur le dos. En ce moment, c'est la. Voilà. Et qu'est-ce que c'est son procès à Nordau alors? C'est le penseur, c'est le maître à penser de Herzl et c'est celui qui organise. Effectivement, il avait un rôle très très important dans les congressionnistes, mais c'est lui qui est systématiquement ça m'avait échappé, mis en avant aujourd'hui, là, mais c'est très récent, ça fait 2-3 ans. Oui. Allez voir sur internet, c'est impressionnant. Mais vous-même, vous avez publié d'autres travaux. Quels sont les travaux qui vous ont amené à celui-là enfin moi, je sais pas, je publie un peu plus d'une vingtaine de livres, beaucoup sur l'affaire Dreyfus. Alors comment vous situez votre travail actuel dans la logique de ce que vous aviez fait dans les décennies précédentes? Ça c'est une des fins en fait. Là c'est une grosse synthèse à partir de travaux qui étaient des travaux plus ponctuels. Et sinon j'ai beaucoup travaillé sur Bernard Lazare. Ah oui, d'accord. J'ai à peu près tout republié. Et qui est un personnage moi qui me fascine à plein d'égards, et entre autres pour sa vision sioniste libertaire qui est tout à fait intéressante, terriblement lucide et qui lui est un homme de combat et qui est quelqu'un qui part du principe qu'il faut rendre les coups et il ne tend pas la joue quand on le tape sur l'autre, il tape 2 fois plus. Et avec en plus un talent, la plume à la main, alors naturellement il combat la plume à la main, mais un talent absolument extraordinaire. Donc en fait voilà, moi c'est un peu une sorte de Zola juif en fait. Moi j'aurais envie de dire que c'est Zola qui est un Bernard Lazare non juif en fait plutôt. Oui. Et d'ailleurs qui est le premier à avoir défendu Dreyfus, et c'est très amusant d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on apprend dans ce livre-là, mais qui était déjà dans la bio que j'avais écrite de Lazare. C'est que la formulation j'accuse est de Bernard Lazare. Ah ben intéressant. Et c'est lui qui l'a donné à Zola. La très belle anaphore. Oui, c'est vrai. Ah oui, l'anaphore, on pense à d'autres anaphores comme celle quand je serai président de la République. Oui. Mais vous-même, vous avez travaillé comment? Vous êtes allé dans les archives? Partout, depuis 30 ans, partout. De Jérusalem à Amsterdam, aux États-Unis. J'ai dû dépouiller au moins une centaine de fonds d'archives dont la moitié était inconnue. J'ai trouvé des papiers dans des endroits absolument inédits, des trucs incroyables.
Et puis parfois des fonds qu'on connaissait mais qui n'avaient jamais été systématiquement dépouillés. Oui. Mais ça représente, voilà, c'est un bouquin que j'ai mis 10 ans à écrire. Bon, à côté de ça, il fait quasiment 2000 pages. Hein, mais... Oui, justement, c'est un petit peu le reproche qu'on va nous faire à notre interview, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas mis l'accent sur ce que vous avez apporté. Est-ce que vous pourriez nous donner pour moi une lecture plus précise en fait, ça s'arrête là, une lecture plus précise et qui permet effectivement pièce en main d'en savoir plus, donc ça nous permet d'avoir une narration et aussi une analyse du fait historique qui est toujours reposée sur le document, il n'y a pratiquement pas d'hypothèse dedans. Voilà, moi, alors est-ce qu'il y a des divergences d'opinion sur cette question avec d'autres chercheurs? Aujourd'hui quasi plus sur les chercheurs sérieux, sur les historiens sérieux. En revanche, il y a des divergences très très lourdes avec un certain nombre de chercheurs que j'appelle très très méchamment, mais parce que je suis assez méchant, les chercheurs d'épave, et qui sont des gens en fait qui essayent d'apporter d'autres lectures de l'affaire Dreyfus qui serait une lecture sensationnaliste, voire conspirationniste, voire même un tantinet paranoïaque. Et voilà, et par exemple, il y en a quelques-uns là aujourd'hui qui nous expliquent que l'affaire Dreyfus est en fait une affaire homophobe avant d'être une affaire antisémite et moi j'en ai marre de ces conneries. Voilà. Donc l'homophobie est un fléau contre lequel il faut lutter, on est d'accord, mais on ne va pas tout mélanger. Voilà. Donc voilà, et puis à côté de ça, la question de l'intox ou l'affaire Dreyfus ne serait en fait qu'un montage qui visera à protéger les secrets, etc. Non en fait. Alors il y a un autre aspect qui me vient à l'esprit, c'est la peine qu'a subie Dreyfus, qui a quand même été assez épouvantable. Est-ce que ça a été un des facteurs de réaction? Si on ne l'avait pas envoyé à Cayenne, etc., s'il y avait une peine plus légère... non, parce que personne ne savait rien en fait. On savait qu'il était à l'île du Diable, très beau symbole d'ailleurs, voulu. C'est-à-dire que normalement il n'aurait pas dû être à l'île du Diable. On a fait une loi spécialement pour qu'il puisse y aller. Bon Et oui, parce que normalement il devait être en liberté à Cayenne, les déportés étaient en liberté à Cayenne, et lui, voilà. Normalement c'est intéressant ça. 2 ou 3 gardiens pour une cinquantaine de prisonniers, lui en avait 22 pour lui tout seul. Et donc il avait vraiment un régime très particulier qui est d'une totale illégalité. Et une illégalité qui a été fabriquée au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire donc ils ont aggravé leur cas là. Par la présidence du Conseil, mais là c'est plus l'armée, là c'est le politique. Donc alors là on implique... Voilà. Et mais à côté de ça, personne ne savait ce qui s'y passait vraiment. Et on ne savait pas quel était le régime qui. Et d'ailleurs, on l'a su que à travers le témoignage que Dreyfus lui-même nous a livré dans ce livre assez étonnant qui s'appelle 5 années de ma vie. Et là, justement, par rapport au truc que j'ai apporté, moi j'ai récupéré toutes les archives de la déportation de Dreyfus, qui représente, 200 cartons et qui se trouve à Aix-en-Provence, et dont je cite de longs passages, et on voit de quelle manière effectivement a été pensé son régime, et c'est ahurissant. Mais comment ça se fait? Ahurissant. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ce point? Parce qu'ils avaient très très peur, en fait. Peur de quoi? Peur de la presse. Peur de la presse très puissante, et il fallait effectivement qu'on montre énormément de dureté à l'égard de Dreyfus et qu'en même temps tout soit fait pour que, il ne puisse pas s'échapper, et 2, il ne meure pas surtout, parce que sinon effectivement la presse aurait certainement monté le fait en épingle pour parler de... Mais quels étaient les responsables politiques à l'époque? Ça a été une succession de responsables? Il n'y a pas, Non, ça a été une succession de responsables. Enfin, c'était un dossier qu'on se repassait comme ça. Voilà, c'est essentiellement des modérés, ce qu'on appelait les modérés à l'époque, donc qui est une sorte de centre droit. On n'a pas pensé à alléger son régime ou son statut? Non, jamais, au contraire. Au contraire, on l'a aggravé au fur et à mesure. Et là, je donne toute la correspondance des ministres. Là, c'est un peu et tout s'aggrave au fur et à mesure. Oui. Et là, fallait les archives. On imaginait constamment des nouveaux sévices, des nouvelles... Ouais, c'est ça. C'est ça, par exemple, l'histoire, celle-là est assez connue, mais on a peur qu'il s'évade et on a remarqué qu'effectivement, il avait un périmètre dans lequel il pouvait évoluer, qui est fermé, mais il y a un périmètre. Et qu'à côté de ça, il aime bien s'asseoir au pied d'un arbre, dit-on, au pied d'un arbre et regarder la mer. Donc on va construire une palissade qui va l'empêcher de se promener et qui lui cache la vue de la mer. C'est-à-dire qu'il ne peut plus voir la mer, il ne peut même plus s'évader en pensée. Voilà, donc, et tout est fait comme ça. Donc il n'a plus pendant que le ciel, qui est un ciel en plus qui n'est pas très clément, parce qu'il fait vraiment une chaleur épouvantable.
table. Ah oui. Et à côté de ça, il a la vision de la palissade qui est en face de lui. Il ne peut pas voir la mer qui est de l'autre côté. Même en allant au plus haut, il ne peut pas voir la mer. Alors, expliquez-nous, pour terminer, expliquez-nous comment s'est terminée sa situation. Qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu en métropole finalement? En fait, Comment ça s'est organisé ce retour? La révision a été finalement acceptée après plusieurs tentatives. Quand on a découvert qu'un des responsables en fait de l'armée, pour faire simple, avait fait un faux. Donc en fait ça crée un cas de révision, un fait nouveau, donc il y a eu un cas de révision, il est revenu, où il a été donc à nouveau jugé et il a à nouveau été condamné. Mais gracié tout de suite après, c'était la meilleure façon effectivement de contenter tout le monde, c'est-à-dire contenter les Dreyfusards d'un côté, de contenter les anti-Dreyfusards, de permettre à l'exposition universelle de pouvoir se tenir, au métro parisien de pouvoir être inauguré, et tout était bien. Voilà. Donc finalement, là, sur point sur lequel on a cité, c'est qu'il y avait les chances de l'exposition universelle. Très importante. Ouais. Et c'est ça qui a sauvé un petit peu les choses. C'était une sorte de... Exactement. Un point, il fallait que tout soit résolu avant cette date-là. Exactement. Mais là, sinon, il y aurait eu boycott ou je sais pas quoi. Mais là, nous sommes en 1899 et Dreyfus ne sera réhabilité qu'en 1906. Et oui, alors. Ça veut dire mais qu'il va se passer 7 ans. Mais il est revenu quand de Cayenne? Donc il revient juste avant son procès en juin 99. Oui, donc avant 1900. Voilà. Oui. Il est condamné en septembre à nouveau et il est gracié en septembre aussi. Et il est libre après. Il est rendu à la liberté, mais toujours coupable. Il peut assister à l'exposition. Ouais, il peut assister à l'exposition. Et voilà, et puis là, il va passer 7 ans à se battre pour arriver à recouvrer son honneur parce que coupable en liberté est un statut qui ne lui convient pas du tout, comme on peut l'imaginer. Donc effectivement, il va se battre et il va pouvoir, grâce à beaucoup de choses, voilà, c'est ce qu'on appelle la troisième affaire Dreyfus, c'est-à-dire celle dont on ne parle jamais en fait, et qui dure quand même 7 ans, c'est-à-dire entre le moment où il est gracié et le moment où il est réhabilité. Et là où il peut vraiment carrément lui-même s'occuper de ses affaires. Et là, il s'occupe en plus vraiment de ses affaires, ce qui va poser des problèmes, parce qu'il y a plein de gens beaucoup de Dreyfusards qui n'acceptent pas de voir Dreyfus s'en occuper. Ah bon? C'est assez amusant, donc le camp Dreyfusard va voler en éclats, et Dreyfus va être réhabilité, mais sur une dernière injustice, c'est-à-dire que le calcul qui lui est fait ne tient pas compte des 5 années qu'il a passées à l'île du Diable. Vous parlez de la retraite ou vous parlez de du grade, de son grade. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte de ça et qui fait qu'en fait il se retrouve moins gradé que les gens qui étaient moins gradés que lui à l'époque où lui était en Et il meurt en quelle année, service. Dreyfus? En 1935. Et comment il passe la Première Guerre mondiale? Il s'engage. Il s'engage, oui. Parce qu'il a demandé sa retraite après cette injustice. Il s'engage et donc effectivement, comme il est vieux et fatigué, il va plutôt être à l'arrière pendant pas mal de temps, mais il va aller à l'arrière du front quand même. Voilà, donc il sera dans la Marne, etc. Il y a un petit bouquin très très bien qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Georges Joumas et qui s'appelle Alfred Dreyfus en 14-18, juste sur le... Voilà, et donc il va être là aussi décoré pour conduite héroïque et obtenir un nouveau grade où il va passer lieutenant-colonel. Ah oui, d'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Philippe Auriol.